Zone Europe. Bonjour et bienvenue dans Zone Europe sur Sensation, une émission enregistrée au Parlement européen de Bruxelles et réalisée en association avec TV78. Voici le sommaire de ce nouveau numéro. L'eurodéputé Marie-Pierre Védrenne sera l'invité de Corentin Alonso, l'occasion d'évoquer le plan de relance de l'UE et le futur accord entre l'Union européenne et la Chine. Les pères fondateurs de l'Europe aussi, nous vous parlerons d'un homme politique italien, Altiero Spinelli. L'Italie, il en sera aussi question dans notre rubrique Voyager dans l'assiette, puisque nous vous révélerons les secrets d'une bonne pizza. Les expressions populaires, comment dire jamais, les Français disent eux, quand les poules auront des dents, que dit-on ailleurs? C'est ce que nous verrons à la fin de cette émission. Mais avant, que fait l'Europe dans notre région? Un exemple tout de suite. Zone Europe, l'Europe dans ma région. Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois Élise Allevec, animatrice du dispositif Epicène qui sensibilise et prépare aux inondations en Île-de-France et qui a obtenu un soutien de la part du Fonds européen de développement régional, le FEDER. Bonjour. Bonjour monsieur. Alors peu de gens connaissent le dispositif Epicène, j'en ai expliqué les objectifs globaux. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus sur les ambitions du dispositif Epicène ? Tout à fait, donc Epicène signifie Ensemble pour la prévention des inondations sur le bassin de la Seine. Et c'est un dispositif public dont l'objectif est de sensibiliser les Franciliens aux inondations de la Seine et de la Marne. Donc l'objectif, pour synthétiser, en gros, c'est de développer cette fameuse culture du risque dont on parle beaucoup. Et pour nous, c'est spécifiquement de faire en sorte que les habitants de la région francilienne sachent quoi faire avant, pendant et après une crue pour s'y préparer au mieux. Alors le service Epicène a reçu un fonds de soutien de la part du Fonds européen de développement régional, le FEDER, pour mener à bien vos projets. Est-ce que vous avez fait un appel d'offres pour obtenir ce soutien? Comment vous avez obtenu ce soutien? Alors, on n'a pas fait d'appel d'offres en tant que tel, on a répondu en fait à un appel à projet qui avait été lancé par la région Île-de-France et qui permet en fait de se faire subventionner à l'aide du fonds FEDER. Donc c'est à la région Île-de-France qu'a été confiée la répartition du fonds FEDER et c'est grâce à la région Île-de-France que Epicène a pu être financé en répondant donc à cet appel à projet de l'Île-de-France. Et quels sont justement les projets que vous souhaitez mettre en avant ? Eh bien, en ce qui concerne le fonds FEDER, il nous finance à hauteur de 30%, donc il est difficile de choisir une action en particulier qu'on peut mettre en valeur, vu que Epicène, c'est vraiment un objectif global. Pour sensibiliser les populations, on met en place plusieurs types de choses. Donc déjà, ça va être des formations, à destination surtout des collectivités et des associations. Ça va être également des posts sur les réseaux sociaux. C'est également une plateforme, epicène.fr, sur laquelle des informations sont régulièrement mises en avant. Et c'est également des outils de sensibilisation. Donc je dirais qu'il est difficile de mettre un outil vraiment en avant, mais c'est plutôt un ensemble d'actions qui est mis en place pour développer la résilience des Français et spécifiquement des Franciliens sur le risque d'inondation. Et pourquoi c'était si important pour vous d'avoir le soutien du FEDER? Est-ce que ce soutien vous permet justement de mettre en place plus de projets? Tout à fait. Déjà parce que sans ces subventions, pour avoir des préoccupations plus prosaïques, on n'aurait pas malheureusement les financements nécessaires pour faire tout ce que l'on fait. Pour Epicène, 80% d'Epicène est financé par l'État et l'Europe. 50% par le fonds Barnier, donc le fonds de prévention des risques naturels majeurs, et 30% pour le fonds européen de développement régional. Donc c'est clair que sans ces 30% de financement d'Epicène, Epicène ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Donc c'est ça qui nous permet, ces subventions du FEDER en partie, qui nous permettent de mener à bien nos projets. Et selon un sondage Ipsos de 2017, le pourcentage de Franciliens ayant connaissance des risques d'inondation en Île-de-France est faible. Comment est-ce que vous pouvez expliquer justement qu'un pourcentage aussi faible de Franciliens connaissent ces risques d'inondation ? Alors, ce chiffre est à relativiser à l'échelle de la France, car certes, la culture de risque est faible dans la région francilienne, mais c'est quelque chose qui est assez commun sur l'ensemble de la France. En revanche, il y a une spécificité sur la région Île-de-France, c'est que la manière d'habiter est très différente des autres régions. C'est une très grande ville dans laquelle il y a une grande région, dans laquelle les villes connaissent un très grand parcelle des populations. Ça va être par exemple des étudiants qui viennent pour 2 ou 3 ans habiter un studio, ou des personnes des cadres qui viennent habiter pour 2-3 ans. Et du coup, ils n'ont pas forcément une très grande culture de risque dans le sens où on l'entend, c'est-à-dire une grande connaissance de leur territoire vu qu'ils y ont habité longtemps. C'est possible que quelqu'un se soit installé par exemple il y a 2 ans à Paris et avant cette crue qui a lieu d'ailleurs en ce moment, n'ait pas connu de crue. Et donc de ce point de vue-là, quand on a cette manière d'habiter qui est propre à la région francilienne, c'est encore plus difficile d'avoir une culture de risque assez importante. Il y a également un autre point à prendre en compte sur la culture de risque dans la région francilienne, c'est la spécificité des crues en Île-de-France. Car même si on a cette culture de risque, on sait qu'il y a
des inondations en France, on ne connaît pas nécessairement les spécificités des crues dans la région parisienne. Car en opposition aux crues du Sud, qui sont très rapides, montent très vite et ont des crues très rapides, les crues en Île-de-France sont plus lentes. Donc du coup, la crue met plus longtemps à monter, mais la décrue est plus lente. Et c'est également cette spécificité du risque d'inondation en Île-de-France qui est souvent méconnue par les Franciliens. Et justement, les crues, on en a parlé début février, hein, ça fait le tour des médias. Dans toute la France, il y a eu de nombreuses crues, notamment dans le 77. Est-ce que le dispositif Epicène a pu réagir justement à ce moment-là? Est-ce que c'était des crues qui étaient à prévoir? C'était des crues prévoirs et qui ont été prévues d'ailleurs. C'est Vigicrues qui nous permet de suivre les crues, c'est-à-dire de faire des prévisions sur plusieurs heures, voire plusieurs jours. Et effectivement, nous avions pu prévoir qu'il y a une semaine et demie, la vigilance jaune a été activée et la vigilance orange est active depuis 3 jours, qui nous permet de savoir et de prévenir la montée de la crue. Donc effectivement, c'était prévu et nous, côté Epicène, ce que ça nous permet de faire, c'est de sensibiliser au quotidien les populations sur concrètement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils doivent faire face à ce risque. Et vous parlez de la population, mais il y a aussi et surtout peut-être les maires et les communautés d'agglomération qui doivent prendre conscience justement des risques d'inondation. Oui, tout à fait. Pour la plupart, ils en ont bien sûr très bien conscience quand ils se retrouvent les pieds dans l'eau, mais je dirais que l'importance des communautés d'agglomération et des communes face aux risques d'inondation, il est double. Déjà parce que les maires et par extension les collectivités ont déjà la responsabilité de protéger les populations en situation de crise. Donc il y a ce volet gestion de crise pour lesquels ils doivent nécessairement connaître le risque d'inondation. Il y a un autre volet, c'est le volet sensibilisation bien sûr. Car quoi de mieux qu'un maire qui connaît très bien son territoire et ses administrés pour sensibiliser les citoyens. Et ça, c'est quelque chose d'Épicène auquel on est très attaché, c'est-à-dire on ne veut pas nécessairement avoir une parole entre guillemets institutionnelle qui vient d'en haut vers les citoyens, mais au contraire s'appuyer sur des relais locaux, des gens qui connaissent leur territoire, pour sensibiliser à leur tour les citoyens. Et donc les maires, c'est exactement, typiquement, quelqu'un de parfait pour sensibiliser sa population. Donc c'est pour ça que c'est très important pour nous que les communautés d'agglomération et les communes prennent conscience des risques d'inondation. Et on l'a vu dans plusieurs villes de France, les inondations peuvent causer beaucoup de dégâts sur les routes et dans les habitations. Quelles sont les conséquences justement des inondations? Est-ce que ces dégâts restent longtemps? Alors oui, une nouvelle fois, c'est une des spécificités des crues de la Seine, c'est qu'elles restent longtemps. D'une part déjà parce que l'eau reste longtemps, ça peut durer de 2 semaines à par exemple 1 mois et demi, mais également c'est sur plusieurs échelles temporelles. Par exemple, à court terme, les dégâts matériels, ça va être bien sûr votre logement qui peut malheureusement avoir des dégâts liés à la montée de l'eau. C'est également les réseaux, l'électricité, les réseaux d'assainissement, et ce qu'on a tendance à oublier, les réseaux de transport. C'est-à-dire dans la région francilienne, lorsqu'il y a une grande inondation, les réseaux de transport sont malheureusement freinés, voire totalement arrêtés. Ils peuvent mettre plusieurs semaines à redémarrer. À plus long terme, il y a également un coût économique qui peut être important et qu'on a aussi tendance à sous-estimer. C'est que lorsqu'il y a une inondation, vous êtes par exemple chef d'entreprise, peut-être que votre local va être sous l'eau, ou peut-être que vos employés ne pourront pas se rendre au travail étant donné qu'ils habitent dans une zone inondable. Également, peut-être que vos biens peuvent avoir été touchés par l'eau, par les inondations. Et tout ça sont des choses qu'il faut anticiper en amont. Et c'est des choses qui sont spécifiques aux crues de la Seine, c'est-à-dire que les conséquences se font sur les longs termes. Et il y a également un autre élément qui est spécifique aux crues de la Seine, c'est-à-dire des crues qu'on dit cinétiques lentes, c'est que l'eau reste très longtemps, la décrue est lente, et du coup, cela peut entraîner un affaiblissement des fondations de nombreux bâtiments. Et c'est quelque chose qui est assez méconnu par les Franciliens, de savoir qu'une crue de type 1910, donc qui est un peu notre crue de référence, nous, pour la région francilienne, aurait des conséquences si longues pour les populations, et qui dépasserait la simple disparition de l'eau. C'est-à-dire que ce n'est pas lorsque la décrue est terminée que les conséquences des inondations sont terminées. Il y a des conséquences économiques, matérielles qui persistent malheureusement. Et sur votre site, vous avez mis en place une rubrique conseils aux habitants et une rubrique conseils aux entreprises. Alors justement, quels sont les conseils que vous donnez aux particuliers avant, pendant et après les inondations ? Alors tout à fait, donc ce qu'on va donner comme conseil aux entreprises, ça va être sensiblement les mêmes que pour les particuliers, avec un point spécifique à faire, qui est sur tout ce qui est perte d'exploitation. Donc si je prends par exemple une entreprise, il y a des choses qu'elle va devoir anticiper, c'est déjà bien sûr les questions des assurances, parce qu'il y a quelque chose qui est assez méconnu, c'est qu'on connaît bien sûr le fonds CatNat, c'est-à-dire lorsqu'il y a une crue importante, il est probable que la commune déclare l'état de catastrophe naturelle, mais ce n'est pas systématiquement le cas, et il y a toujours une franchise qui doit être réglée par malheureusement les entreprises. Et ça, c'est quelque chose qui est assez méconnu. Il y a un autre élément à prendre en compte, bien sûr, c'est par exemple
une entreprise qui a beaucoup de voitures va devoir anticiper le fait que ces voitures doivent être mises à l'abri, donc hors des zones inondables également. Il y a d'autres également qu'on peut prendre en compte, ça va être par exemple, je pourrais vous dire qu'une crue lente par exemple, des crues de la Seine, implique une longue phase de décrue. Et donc du coup, comme je disais auparavant, votre bâtiment, vos locaux vont être inaccessibles pendant longtemps. Et donc il y a une chose importante à prendre en compte pour les entreprises, c'est ce qu'on appelle un plan de continuité d'activité. C'est-à-dire anticiper avant la crue comment elle va réagir pendant la crue pour maintenir son activité. Et ça, c'est des choses très importantes à prendre en compte. Et ce sont des conseils qu'on peut de toute façon retrouver sur votre site epicène.fr. Merci beaucoup, Elisa Levesque, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes animatrice du dispositif Epicène. Les pères fondateurs de l'Union européenne, on vous présente Altiero Spinelli cette semaine avec la Maison de l'Europe et le Centre d'information Europe Direct. Cet Italien fut un fervent partisan du fédéralisme européen. Zone Europe. Altiero Spinelli naît en août 1907 à Rome. Il s'engage très tôt dans la vie politique en s'engageant notamment au Parti communiste italien. En raison de son engagement politique, il est arrêté en 1926 et est reconnu coupable par le tribunal spécial fasciste de Mussolini qui le condamne à 16 ans et 8 mois de détention. Pendant sa peine, il refuse de renoncer à ses idéaux et à se repentir, ce qui aurait pu lui permettre de bénéficier d'une grâce. En prison, il étudie sans relâche et devient un fervent défenseur de l'intégration supranationale. Il finit par quitter le Parti communiste italien pour rejoindre les fédéralistes. Pendant son isolement sur l'île de Ventotene, il y rédige avec d'autres prisonniers le manifeste de Ventotene. Dans ce manifeste, il y expose sa vision du fédéralisme et de l'avenir de l'Europe. Ce manifeste est un des premiers documents à prôner une construction européenne. Au départ intitulé « Pour une Europe libre et unie », le manifeste repose sur l'idée qu'une victoire sur le pouvoir fasciste serait inutile si cela ne conduisait qu'à instaurer une autre version de l'ancien système européen des États-nations souverains. Le manifeste proposait donc la formation d'une fédération européenne supranationale d'États, l'objectif principal de cette fédération étant d'unir les États pour empêcher qu'ils se fassent la guerre par la suite. Après la libération de Spinelli en 1943, ses écrits vont servir de base au mouvement fédéraliste européen, qu'il va créer par la même année. Pendant les années 50, Spinelli va devenir un fervent défenseur de la cause fédéraliste et va critiquer les lenteurs de l'intégration européenne. Pour lui, les organisations intergouvernementales existantes comme le Conseil de l'Europe ne permettaient pas d'avoir un niveau de solidarité assez important entre les États membres. C'est la raison pour laquelle il consacra toute son énergie pour défendre une intégration européenne. Pendant les années 60, Spinelli fut conseiller du gouvernement et chercheur, fonda l'Institut des Affaires internationales à Rome et fut membre de la Commission européenne de 1970 à 1976. En 1979, il est élu député européen au Parlement européen à l'occasion des premières élections au suffrage universel direct. À cette occasion, il va notamment se servir de la tribune que lui offre le Parlement européen afin de promouvoir ses idées fédéralistes. En 1980, il fonde avec d'autres députés fédéralistes le Club du Crocodile en référence au lieu, ou plutôt le restaurant, où ils se réunissaient à chaque fois à Strasbourg. Ce groupe réclamait notamment un nouveau traité européen. Ils firent plusieurs propositions au Parlement européen qui finit par les missionner afin de réfléchir sur un nouveau traité. Les travaux de Spinelli finirent par déboucher sur un projet de traité instituant l'Union européenne, aussi connu sous le nom de Plan Spinelli. Malheureusement, le projet ne vit pas le jour, cependant, il servit de base et de réflexion pour la préparation de l'acte unique en 1986 et du traité de Maastricht en 1992. Jusqu'à sa mort en 1986, Altiero Spinelli continua à militer pour la création d'un gouvernement supranational européen afin d'empêcher les guerres futures en Europe et de maintenir la paix entre les États. Enfin, son nom fut donné au bâtiment principal du Parlement européen à Bruxelles. Place maintenant à notre invité politique. Corentin Alonso reçoit l'eurodéputée Marie-Pierre Védrenne. Zone Europe, l'invité politique. Je reçois aujourd'hui Marie-Pierre Védrenne, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes eurodéputée, membre du groupe Renew Europe et vice-présidente de la Commission du commerce international au Parlement européen. Alors en février dernier, le plan de relance a été approuvé par le Parlement européen. Ce plan de relance, on le rappelle, il est doté de 750 milliards d'euros au total, mais tout n'est pas encore réglé. On va essayer de comprendre les prochaines étapes du processus. Chaque État européen doit maintenant ratifier l'accord et soumettre son plan de relance national à la Commission européenne, clairement. Expliquez-nous ce mécanisme, en quoi consiste-t-il ? Vous avez raison de souligner que c'est un processus long et qui va demander quand même justement d'être mis en place rapidement parce qu'il va falloir avoir des résultats très vite.
Vous l'avez dit aussi, il y a 2 axes dans ce processus qui est en train d'être mis en place. La validation du plan de relance dans sa globalité et puis la présentation par les États de leurs plans de relance nationaux. Donc un peu dans les 2 sens en fait. Donc la validation du plan de relance, pourquoi ça a été long? Parce qu'il y a déjà eu un accord au Conseil entre les chefs d'État et de gouvernement, des échanges au Parlement européen sur ce plan de relance, mais aussi sur notre budget ordinaire, qui est là, on va dire, en temps normal, et le plan de relance exceptionnel pour répondre à cette situation exceptionnelle. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Que font chaque assemblée et chaque niveau national? Ils valident en fait l'accord qu'on a eu sur les ressources propres. Parce que ce plan de relance, cet endettement commun, il va falloir le rembourser. Et au Parlement européen, nous avons donc milité et nous avons obtenu des accords pour que l'Union européenne ait ses propres ressources à elle, dans son budget européen. C'est notamment la mise en place du mécanisme carbone, c'est la mise en place d'une taxe sur les services numériques, qu'on appelle taxe GAFA. Et donc les assemblées nationales se prononcent sur le fait qu'elles veulent ou pas la mise en place de ces ressources propres. À l'Assemblée nationale, ça a été validé, le Sénat aussi, donc ça continue dans tous les États membres. Et puis, indépendamment, comme vous le soulignez, chaque État présente ses objectifs, parce qu'il faut répondre aussi au cadre global européen et répondre aux enjeux de transition. Et sur quoi la Commission européenne va-t-elle avoir un droit de regard sur ce qui va être renvoyé? En fait, on a ce qu'on appelle au niveau européen le semestre européen. C'est l'instrument justement de coordination des politiques économiques et sociales. C'est l'instrument de la relance. C'est justement, chaque plan national doit s'inscrire dans ses objectifs et dans les différents indicateurs du semestre européen. Alors il y a plein d'indicateurs qui sont regardés. Mais l'enjeu, c'est véritablement de faire en sorte que ces plans de relance créent la relance, le rebond économique, et s'intègre dans la logique de transition. Notamment, il y a énormément de conditions sur la transition écologique. Par exemple, le renouvellement de certains bâtiments, dans l'angle aussi du secteur automobile. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de projets sur des axes relocalisation, transition. C'est tous ces projets, toute cette ligne directrice nationale qui est regardée par la Commission européenne. Alors, je voudrais qu'on revienne maintenant sur la longueur de ce processus. Il a été proposé, le plan de relance, en mai 2021. Il n'a été approuvé qu'en février 2021. Il y a encore des détails à régler. C'est pas un petit peu long pour régler à la base un problème qui est censé résoudre une crise qui est sanitaire, qui est exceptionnelle? Ça ne met pas beaucoup de temps pour quand même Vous avez raison de souligner le fait qu'on attendrait parfois plus de réactivité de la part de la Commission européenne, de l'Union européenne, mais il faut bien voir aussi dans quelle logique on s'inscrit. Il a fallu faire en sorte que tous les États membres de l'Union européenne acceptent de s'endetter en commun. C'est quand même un processus complètement inhabituel pour l'Union européenne. Première fois de l'histoire. Bon, en même temps, première fois de l'histoire qu'on a aussi le Covid. Donc, à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Et puis, il y a eu beaucoup de débats aussi entre la proposition et l'acceptation par le Conseil, par le Parlement, parce qu'on a toutes les questions relatives à l'état de droit. C'est aussi un axe très fort et une conditionnalité souhaitée par le Parlement européen, faire en sorte que ceux qui vont avoir accès à nos financements européens, ils doivent respecter les valeurs de l'Union européenne, la liberté de la presse, le respect des droits de l'homme. Toutes ces questions doivent être respectées. Et ça, c'était justement l'objet de ma prochaine question. C'est un des points qui va conditionner ce plan de relance, le respect des libertés et de l'état de droit. Pourquoi ces critères sont-ils si importants pour l'Union européenne ? C'est important parce que c'est une question de cohérence. L'Union européenne, ce n'est pas qu'un tiroir-caisse. L'Union européenne, c'est vraiment aussi un projet de vivre ensemble, un projet de construire ensemble, une construction politique. Et elle doit être fondée sur un socle commun, sur des valeurs communes. On dit que l'Union européenne, c'est un projet aussi de valeurs, de solidarité, de respect de l'état de droit, etc. Donc, ceux qui font partie de l'Union européenne doivent respecter ces engagements. Et ils ne peuvent pas d'un côté venir à Bruxelles et dire tout et son contraire et revenir dans leur État membre et par contre prendre les euros européens. Ça, c'est pas possible. Mais pas les valeurs. Quels sont les autres critères qui vont être mis en place avec ce plan de relance ? Comme je vous l'évoquais, un des axes aussi fondamentaux, c'est assurer la transition. Donc un des éléments aussi fondamentaux, c'est faire en sorte que 30% des plans nationaux assurent la réalité de la transition écologique et répondent aux futures lois climat qui vont être proposées à l'échelle européenne. Donc ça, c'est un élément aussi central pour faire en sorte de garantir aussi une cohérence et de réussir toutes les transitions. Alors les règles, si elles ne sont pas respectées, qui va contrôler d'abord que ces règles soient très bien appliquées? Et enfin, quelles seront les sanctions en cas de
de non-respect. De non-respect de ces règles. Alors, qui contrôle dans le processus législatif européen, l'institution qui a un rôle clé en matière de contrôle, d'exécution, c'est la Commission européenne. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais du semestre européen. Ce semestre européen, cet instrument de coordination, il est essentiel. Et c'est à travers ce semestre européen, à travers les échanges qu'on a au niveau national, au niveau européen, dans les deux sens, là, on voit comment ce plan de relance est réellement mis en œuvre. On étudie différents indicateurs, taux de chômage, taux d'investissement, tous ces axes-là, pour voir si ça répond bien aux objectifs qui sont fixés dans le plan national. Et puis, il y a un mot que vous avez prononcé qui est un mot qui fait souvent peur au niveau européen, c'est le mot sanction. Il y a une difficulté à accepter les sanctions à l'échelle de l'Union européenne. Et c'est là toute la difficulté, c'est pour ça qu'on a eu aussi énormément de points de blocage vis-à-vis du respect de l'état de droit. Mais on y arrivera, et là aussi, ce sera à la Commission européenne de veiller et de mettre en place certaines sanctions. Puis, s'il y a des attaques sur ces sanctions, on estime que la Commission ne joue pas son rôle, il y a le rôle du médiateur européen, de la médiatrice, Émilie O'Reilly, et puis il y a le rôle de la Cour de justice aussi, où la Commission pourra aller devant la Cour de justice pour engager pleinement les États membres. Autre thème d'actualité, après le plan de relance, je souhaite aborder avec vous le futur accord commercial que l'Union européenne a passé avec la Chine. Après 7 ans de négociations, un accord global sur les investissements entre l'Union européenne et la Chine a été signé. Il doit encore être ratifié. Sur quoi porte cet accord ? Alors cet accord, vous l'avez dit, ce n'est pas un accord global de libre-échange, c'est vraiment un accord sur la facilitation des investissements. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Vous l'avez dit aussi, c'est un processus qui s'inscrit dans la durée. Depuis 7 ans, les négociations, donc c'est quand même assez long. On voit bien, on a une relation totalement asymétrique avec la Chine, notamment d'un point de vue économique. Donc l'enjeu de cet accord, c'est faciliter l'accès au marché pour les investisseurs européens en Chine, garantir que quand ils ont accès au marché, les choses soient beaucoup plus facilitées, notamment sur les questions de transparence, sur les questions de ce qu'on appelle joint venture, de co-entreprise, la réalité et le respect des engagements, et puis faire en sorte de ce qu'on appelle assurer le level playing field. En bon jargon bruxellois. Le level playing field, ça veut dire assurer une concurrence juste et sociale. Ça, c'est vraiment assurer que tout le monde va sur un marché en respectant les règles du jeu. On a des règles communes, il faut qu'elles soient respectées par tout le monde et il faut qu'il y ait une concurrence donc, juste et loyale. Donc si je résume, le but de cet accord, c'est de rééquilibrer les accords commerciaux entre l'Union européenne et la Chine. Jusqu'à présent, c'était surtout au détriment de nos pays, de l'Union européenne. Quelle était la situation avant cet accord ? Vous avez raison de souligner que c'est une relation totalement asymétrique d'un point de vue économique. C'est pour ça aussi que la Commission européenne, les institutions européennes parlent maintenant d'un rival économique, d'un rival systémique. Et on voit notre déficit excédentaire de nos échanges est complètement catastrophique, 1,8 milliard d'euros en 2018. Donc il y a un vrai travail à faire. Et puis il y a des questions qui se posent. Est-ce qu'on doit faire sans la Chine ? Comment engager pleinement la Chine sur les subventions industrielles, mais aussi bien évidemment sur la question des droits de l'homme. Donc c'est tous ces enjeux aussi sur lesquels on doit travailler avec cet instrument, mais il faut bien avoir conscience que ce n'est pas avec un seul instrument, et ce n'est pas qu'avec cet accord qu'on va totalement rééquilibrer notre relation avec la Chine. 1,8 milliard d'euros de déficit, vous l'avez dit. Est-ce qu'on a clairement une dépendance envers ce pays qu'est la Chine ? On en a vu un exemple, notamment par exemple lors de la crise sanitaire. Beaucoup de choses sont produites chez eux. Bien sûr, le choc du Covid a renforcé justement cette prise de conscience et cette totale dépendance vis-à-vis de la Chine. On l'a vu notamment sur la production de médicaments, on l'a vu sur les masques, on l'a vu sur énormément de sujets, l'industrie de manière globale, notamment automobile, les semi-conducteurs, où la Commission européenne lance beaucoup d'initiatives sur cette question. Donc il faut en fait, et c'est tout le concept qui est porté maintenant par la Commission européenne, reprendre notre destin en main au travers de ce qu'on appelle l'autonomie stratégique. C'est ne plus être dépendant de la Chine, ne plus être dépendant des États-Unis, de la Russie sur différents sujets. Donc l'accord sur la facilitation des investissements doit le permettre, mais comme je disais, ce n'est pas le seul instrument et il faut aussi qu'à l'intérieur de notre marché, on avance sur certains sujets, notamment sur ce qu'on appelle le devoir de vigilance, parce qu'il y a le rôle des États, mais il y a le rôle des autres acteurs économiques et notamment aussi des GAFA. Il y a eu par le passé de nombreuses délocalisations en Chine. Aujourd'hui, on assiste au mouvement inverse des relocalisations dans l'Union européenne. Le monde est en train de changer. Est-ce que vous soutenez ces relocalisations ? Pour vous, c'est une bonne chose ?
Je pense que, comme je disais, l'Union européenne, elle doit reprendre son destin en main. Elle doit avoir la capacité de produire les biens essentiels sur son territoire. Elle doit avoir une vision claire de comment elle veut défendre ses intérêts et de quel secteur elle veut rapatrier et produire sur son territoire. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'on a des exigences de plus en plus fortes. On parlait tout à l'heure de transition environnementale. Donc parfois, sous prétexte de transition, on a délocalisé aussi certains éléments de notre production parce qu'on ne voulait plus qu'ils soient produits sur notre territoire. Donc ça aussi, c'est des réflexions globales qu'on doit mener, comment on augmente nos standards vers le haut, mais comment aussi on contribue à rapatrier certaines productions. On évoquait tout à l'heure ensemble les libertés et les respects des droits de l'homme en Europe. Est-ce que la situation de la minorité musulmane ouïghour en Chine et le travail forcé entrent en ligne de compte dans cet accord qui a été négocié avec la Chine ? Alors dans cet accord sur la facilitation des investissements, il y a ce qu'on appelle un chapitre développement durable. Alors ce chapitre, il porte un peu mal son nom parce qu'il n'est pas que question de développement durable, mais il est question aussi de droits des travailleurs, il est question de droits de l'homme, et notamment la minorité ouïghour, mais aussi la situation à Hong Kong, aussi le Tibet. Il y a quand même énormément de difficultés avec la Chine sur beaucoup d'enjeux. Et on voit que justement, de plus en plus à l'échelle de l'Union européenne, à l'échelle de la société civile, la question des droits des Ouïghours a pris une place considérable. Et c'est important, et c'est essentiel que ça soit porté dans le débat public. Donc à travers cet accord, c'est comment on engage la Chine avec ce chapitre développement durable pour respecter des engagements et pour faire en sorte en fait, qu'elle ratifie des conventions de l'Organisation internationale du travail, notamment sur le travail forcé. Mais moi, ce que je dis souvent dans les échanges qu'on peut avoir au Parlement européen, c'est que ratifier une convention, c'est une chose, mais le mettre en œuvre, c'est ça l'essentiel. Parce que la Chine n'est déjà pas très encline à vouloir ratifier les conventions de l'OIT, le premier problème, mais est-ce qu'elle sera vraiment encline à vouloir mettre en place de réels engagements ? Là, j'ai encore plus de doutes. Donc, quels moyens on a réels dans cet accord sur la facilitation des investissements pour contraindre en quelque sorte la Chine de se lancer à respecter pleinement les droits de l'homme. Et c'est là où j'estime ne pas avoir encore suffisamment de réponses, à la fois de la part de la Commission et à la fois de la part de la Chine. Parce que justement, l'Union européenne, est-ce qu'elle pourrait se passer de tout échange commercial avec la Chine, sous prétexte pour défendre des valeurs notamment? On en a parlé que l'Union européenne avait un déficit d'1,8 milliard, ça pèse énormément. Bon, on travaille pour faire en sorte que ce déficit soit réduit, mais est-ce que l'Union européenne pourrait se passer d'échanges commerciaux avec la Chine ? Ça me paraît très compliqué. À l'heure actuelle, quand même, on vient de parler de dépendance et la Chine joue un rôle fondamental. C'est en ça où il faut qu'on retravaille donc, sur notre autonomie stratégique, sur des secteurs clés, pour pouvoir faire en sorte d'être moins dépendant et travailler avec d'autres interlocuteurs, avec les États-Unis, avec la Russie, avec l'Inde, avec la Turquie. Mais c'est vrai que vous avez raison de souligner que la ligne de crête à trouver, c'est avec qui on est prêt à commercer, jusqu'où on va. Et ça devient un vrai sujet qu'on doit porter au Parlement européen, qu'on doit porter dans la société civile. Comment on avance, mais il faut voir aussi que nos accords commerciaux ne peuvent pas tout. On a une diplomatie européenne, on a mis en place un mécanisme de sanction des droits de l'homme. Moi, j'attends le Conseil, j'attends les chefs d'État et de gouvernement, les ministres, quand est-ce qu'ils vont le déclencher ? Ce n'est pas seulement nos accords de libre-échange qui peuvent tout faire. Donc là aussi, il y a une responsabilité de chacun qui doit être pleinement assumée. Dans la Chine, toujours d'après une étude américaine récente, 86% des produits contrefaits dans le monde entier proviennent de Chine. Vous êtes engagé à, je cite, porter haut les indications géographiques artisanales. Alors qu'est-ce que ça signifie ? Alors déjà, vous avez raison de souligner que aussi un autre problème avec la Chine, c'est la contrefaçon. Et ça a énormément de conséquences, bien évidemment, économiques, mais ça a des conséquences aussi en matière de santé publique et de sécurité. Quand il y a des produits, notamment des jouets pour enfants qui rentrent sur notre marché et qui créent des incidents, je me souviens un tout premier échange que j'avais quand j'étais arrivée au Parlement européen avec BIC, les briquets contrefaits, qui créaient des accidents et tout l'impact derrière aussi en matière de santé publique, etc. Donc c'est un vrai enjeu. Et les indications géographiques, en fait, il y a les indications géographiques agricoles et puis il y a les indications géographiques non agricoles. Et c'est pour ça que j'échange aussi beaucoup, notamment avec le granit breton,
parce que c'est aussi la protection de savoir-faire. C'est des produits de qualité, c'est des produits aussi qui sont véritablement sur nos territoires, avec des emplois non délocalisables, de qualité, de savoir-faire, qui respectent nos normes et nos standards. Donc il faut les protéger. Et moi, ce que je constate à l'heure actuelle, c'est qu'en fait, on a différentes législations au niveau international. Nous, on a cette logique d'indication géographique, d'AOP, etc. Alors que sur la scène internationale, c'est la logique du droit des marques. Et ça n'a rien à voir au niveau de la certification, des standards et tout. Donc là encore, qu'est-ce qui se passe? C'est de la concurrence déloyale. Et quand vous voulez aller sur le marché mondial, il faut avoir des concurrences qui soient justes. On en parlait tout à l'heure. Donc là aussi, c'est pour ça qu'il faut soutenir les indications géographiques. Vous rejoignez aussi votre collègue Laurence Farrand qui veut, elle, faire reconnaître les IGP, les indications géographiques protégées au niveau européen. Qu'est-ce qu'elle garantirait, ces IGP? C'est réellement ça, c'est la protection de nos savoir-faire, c'est la protection aussi de qualité, de normes de qualité. C'est aussi nos terroirs, parce qu'il faut bien voir que dans l'ensemble de nos régions, c'est aussi une question d'aménagement du territoire, sur plein de sujets, notamment les indications géographiques alimentaires. Il y a donc, comme je disais, les artisanales, donc le granit de Bretagne, mais il y a la porcelaine de Limoges. Au niveau européen, ça pourrait apporter une cohérence? Ça apporte une cohérence et ça apporte justement la reconnaissance de produits à haute valeur ajoutée. Et c'est sur cet haut produit de valeur ajoutée, c'est là où l'Union européenne, au final, est en capacité, sur la scène internationale, d'être compétitif. Et c'est réellement le cas. Nous sommes reconnus pour la production de biens, de services à haute valeur ajoutée. En France, on connaissait les AOC, les appellations d'origine contrôlée, remplacées par les AOP, appellations d'origine protégée. C'est un peu le même principe, mais au niveau européen? C'est ça l'objectif aussi, parce que tout l'enjeu, ce n'est pas avoir des normes seulement à l'échelle de notre marché. On fait partie d'un marché intérieur de 27 États membres. On veut favoriser la libre circulation à l'intérieur de ce marché. Donc il faut avoir des règles communes pour justement lutter contre la concurrence déloyale. Donc les indications géographiques, qui sont effectivement un modèle très français à la base, doivent être exportées d'abord et consolidées dans le marché européen, et porter cette logique-là sur la scène internationale. C'est une idée française qui pourrait s'exporter à l'échelle de l'Union européenne. Il y a d'autres labels européens comme celui-ci qui protègent la gastronomie ou bien des savoir-faire? C'est vraiment sous l'appellation générique indication géographique protégée qu'il y a effectivement tous ces labels AOP, AOC que vous avez évoqués. Il y a aussi le label sur les environnementaux. Donc dans d'autres axes, il y a différents labels. Maintenant, c'est comment, tout l'enjeu, ce qu'on vient de dire, on les harmonise à l'échelle de l'Union européenne. Merci Marie-Pierre Védrenne d'avoir été avec nous dans Zone Europe. Je rappelle que vous êtes eurodéputée, membre du groupe Renew Europe et que vous êtes vice-présidente de la Commission du commerce international. C'est un voyage dans l'assiette que je vous invite à présent, direction l'Italie. Nous vous révélons les secrets d'une bonne pizza avec le chef Julien Seri. Zone Europe Voyage. Je vais vous expliquer comment on fait une pizza margherita à la maison avec des ingrédients simples et de manière facile. Alors, pour étaler la pâte à pizza, on va d'abord la caresser tout doucement pour qu'elle se détende un petit peu. On va ensuite former un rond pour qu'elle ait une belle forme ronde et on va dessiner ce qu'on appelle il cornicione, la corniche. Avec le bout du doigt, comme ça, on va faire le tour tout doucement. Quand la pâte à pizza a cette forme-là, on va s'attaquer au centre de la pâte. Donc on y va avec les mains, on croise les doigts comme ça et on appuie une première fois dans ce sens-là. On tourne la pâte et on fait la même chose. On va la retourner et on va faire la même opération. Ensuite, avec la semoule, on va faire un petit mamelon et on va retourner une autre fois la pâte à pizza. Il faut qu'elle ait la tête en haut, donc la partie du dessus du pâton, il faut qu'elle aille en cuisson au-dessus également. Et là, on va rentrer la main à l'intérieur du pâton et on va appuyer, écarter les doigts tout en tournant et cette main-là retient. On fait comme ça. Ensuite, on va prendre la pâte à pizza et on va la mettre dans ses points serrés comme ça. Et on va l'écarter un tout petit peu en tournant un peu pour pouvoir avoir un diamètre un peu plus grand. On fait du propre
sur notre plan de travail, on retire toute la semoule et on repose notre pâte à pizza, toujours la tête en haut. Une fois qu'on a notre rond qui est bien fait, on va venir mettre la tomate. Donc on ne charge pas trop en tomate, ça sert à rien. À peu près cette quantité-là. Voilà. Et ensuite, avec le dos de la cuillère, on va faire un escargot pour bien étaler partout la tomate. Ensuite, on va mettre de la mozzarella. Donc la mozzarella, c'est important, on l'a coupée la veille, minimum 12 heures à l'avance, sinon elle va perdre trop d'eau. Et on ne met pas trop de mozzarella, ça sert à rien. L'étape suivante. Ensuite, on va venir mettre un peu de pecorino, un tout petit peu. Ça va assaisonner et saler un peu la pizza. Comme ça, ça suffit. Et on termine avec un filet d'huile d'olive et on fait un 6. Pourquoi on fait un 6? Parce que comme ça, il va y avoir de l'huile d'olive vraiment sur le bord et sur le centre de la pizza. Ensuite, l'opération va consister à transférer la pizza sur la pelle à pizza. Si vous n'avez pas de pelle à pizza à la maison, pas de panique, on a l'option boîte. On va pouvoir utiliser cette partie de la boîte à pizza pour mettre la pizza dessus et on va enfourner la pizza comme ça tout simplement. Pour la décoller, la technique, on va la prendre ici sur les côtés sans la pincer, on écarte un peu dans un sens et dans l'autre et ensuite on va juste la tirer sur la pelle à pizza. Une fois qu'elle est sur la pelle à pizza, c'est là qu'on va lui donner sa forme, donc on va écarter un petit peu, toujours délicatement, mais il faut y aller quand même fermement, faut pas avoir peur. La pâte à pizza est élastique, donc on peut y aller. Là, on peut lui donner une forme de cœur ou ce qu'on veut. Un joli rond. Et là, on peut enfourner. Et un coup sec dans le four à pizza ou dans le four à la maison. Et l'idée, c'est de faire tourner la pizza sur elle-même pour qu'elle ait une cuisson homogène. À la maison, la pizza, il va lui falloir entre 4 et 6 minutes de cuisson. Là, c'est une étape importante, on la fait danser. Et la pizza est cuite. Alors, pour faire une vraie pizza portafolio, déjà, on va ajouter le basilic. Alors, moi, j'aime bien la faire dépasser un peu le basilic. On met un peu de basilic au cœur et on va venir faire 2 points d'appui ici. On va juste la plier, faire un coup de karaté pour lui donner un petit point d'appui ici. On plie la feuille de papier. Et voilà. Notre rubrique Les expressions populaires. Jamais, les Français disent quand les poules auront des dents. Que dit-on ailleurs? Regardez. Zone Europe, expression d'ici et d'ailleurs. Les Roumains disent quand le cochon volera. En Italie, on dit quando gli asini voleranno. Cela signifie quand les ânes voleront. Aux Pays-Bas, on dit quand les veaux danseront sur la glace. En Espagne, on dit cuando las ranas crían pelo, quand les grenouilles auront des poils. Zone Europe, c'est terminé. Merci aux équipes techniques du Parlement européen de Bruxelles. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast, audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation et sur TV78. Rendez-vous la semaine prochaine. Bonne soirée à tous. Zone Europe sur Sensation.